Alors, la franc-maçonnerie en Bretagne. L'habitude fait dater la franc-maçonnerie moderne de 1717. En France, mettons, vers 1730. La Bretagne n'a pas été longue à connaître la franc-maçonnerie, puisque la première loge bretonne naissait à Lorient en 1744, précédant de peu Brest la même année et Rennes 1748. Très vite, dans ces trois villes-là, mais aussi dans d'autres, la franc-maçonnerie va se développer, va faire se fréquenter, se mélanger, on peut dire, les trois ordres, noblesse, tiers état et clergé. On en trouve dans les trois, on trouve des trois ordres dans les différentes loges, moins du clergé, mais il y en a, de la petite noblesse et de la bourgeoisie, soit négociante, soit des membres du Parlement ou de la justice. Arrive la Révolution et on a la surprise, pour certains, de voir bon nombre de députés morbihanais et bretons de la Révolution issus des loges maçonniques. Je crois que dans le Morbihan, sur les 9 députés du tiers-état, il y en avait 6 qui étaient francs-maçons. Donc ils prennent une part active à la Révolution, à la rédaction des cahiers de doléances, pour certains à la rédaction de la Déclaration des droits de l'homme. Ensuite, la franc-maçonnerie en tant que telle est mise un petit peu en silence pendant la Révolution. Arrive l'Empire, le premier Empire, qui va être la période la plus faste peut-être pour la franc-maçonnerie française et du moins pour la franc-maçonnerie bretonne. Il était alors de bon ton d'être franc-maçon. D'autres, mais sans doute à tort, disent même que Napoléon Ier lui-même était franc-maçon. Mais dans les villes, on voit fréquemment les députés de l'Empire, les administrateurs départementaux, les administrateurs locaux, les responsables de la justice faire partie de la franc-maçonnerie. Donc ça va être une période faste pour notre région. Par contre, la lumière va être suivie d'obscurité, pourrait-on dire, puisque sous la Restauration, il va y avoir la Terreur blanche qui va mettre un petit peu sous silence la franc-maçonnerie, pas complètement, mais elle va être assez éteinte jusqu'au Second Empire. On va arriver donc après le Second Empire, qui verra certains francs-maçons être exilés suite au coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte. Et durant la Troisième République, la franc-maçonnerie bretonne peut être caractérisée par un fort républicanisme et une forte laïcité. Les francs-maçons bretons sont aussi assez violemment anticléricaux. Attention, je dis bien anticléricaux, ce qui n'est pas la même chose qu'anti-religieux. Ils sont contre l'ingérence de la religion dans la vie publique. Ça va se concrétiser par souvent une violence assez importante dans la presse locale, dans les deux sens d'ailleurs, mais surtout contre la franc-maçonnerie, qui va être accusée de tous les maux. Et la franc-maçonnerie bretonne va être fortement impliquée dans l'affaire des fiches en 1908, parce que ça va conduire le maire de Lorient, Joseph Talvas, qui était en même temps vénérable maître de sa loge, ça va le pousser au suicide. Bien, nous arrivons après la Première Guerre mondiale, où on va voir une franc-maçonnerie bretonne très engagée dans la vie de la cité, avec de nombreux élus politiques, avec des gens qui s'occupaient, des frères qui s'occupaient d'associations, de syndicats, donc souvent très engagés dans la politique locale. La Deuxième Guerre mondiale va être, comme pour les autres villes de France, bien sûr, va voir la franc-maçonnerie bretonne interdite. Et nous arrivons de ce pas à la deuxième partie du XXe siècle, qui va être caractérisée par 4 faits. D'une part, l'avènement, l'arrivée en masse en Bretagne
d'obédience autre que le Grand Orient de France. Et ça existait déjà un petit peu, il y avait déjà quelques loges de la Grande Loge, quelques loges du droit humain, mais les autres obédiences vont arriver en force en Bretagne, obédience mixte, obédience féminine, d'autres obédiences masculines. Autre fait important, le comblement, disons, des déserts maçonniques. Il faut bien se dire qu'à la moitié du XXe siècle, toutes les villes de Bretagne où il y avait la franc-maçonnerie étaient tout près de la frontière, de la côte, pardon, de la frontière aussi, mais étaient tout près de la côte, sauf Rennes. Les autres étaient toutes à moins de 10 km de la côte. Et après la première moitié du XXe siècle, donc il va y avoir des implantations dans différentes villes de l'intérieur de la Bretagne. Ça a commencé par Pontivy en 2002, il y a eu ensuite Fougères, il y a eu Redon, il va y avoir bientôt Carhaix, donc vous voyez, quantité de villes de l'intérieur. Et la quatrième, disons le quatrième fait, va être le développement des ateliers dits supérieurs, donc au-dessus du grade de maître, qui sont différents selon les obédiences et aussi surtout selon les rites pratiqués. Actuellement, la franc-maçonnerie bretonne est dans de nombreuses villes, de grande ou de moyenne importance, dans les préfectures, dans les sous-préfectures, mais aussi dans d'autres villes. Elle est encore moins importante que la franc-maçonnerie française proportionnellement. Disons que s'il y a 150 000 francs-maçons en France, francs-maçons et francs-maçonnes, ça fait à peu près 1500 par département. En Bretagne, en moyenne, il y a 700-800 francs-maçons par département. Je prends un exemple que je connais mieux, le Morbihan, où il y a 650 francs-maçons environ. Et autre caractéristique, donc, c'est que les principales obédiences, qu'elles soient masculines, qu'elles soient mixtes, qu'elles soient féminines, sont représentées en Bretagne. Voilà le panorama actuel de la franc-maçonnerie, donc en Bretagne.